On accompagne les entreprises, les PME, les ETI dans leur stratégie de responsabilité sociétale. Un Français est plutôt entre 9 et 10 tonnes aujourd'hui et la question c'est comment est-ce qu'on se mesure, on se suit pour améliorer ses performances. Moi au départ, j'étais pas quelqu'un qui avait des grandes convictions sur tous ces sujets-là en fait. Moi j'ai changé ma mentalité. Tu vois, moi ça a été vraiment le chemin inverse. Je me disais RSE égale écologie. Quand il y a une petite entreprise, ce qui est compliqué, c'est de collecter toutes les données. Je suis pas là pour dire ce que vous faites c'est mal, je suis pas juge en fait. Moi je suis là pour dire vous voulez avancer, vous voulez vous mettre en marche, je vais vous donner les clés, on va se poser ensemble et on va s'améliorer. Bienvenue à tous dans Focus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique de la RSE puisque je reçois Arnaud Delubac, cofondateur et CMO de Greenly, et Cédrine Meyer, fondatrice de l'agence éthique. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous recevoir. Merci Avec de nous plaisir, recevoir. avec plaisir. Est-ce que vous voulez vous présenter chacun à votre tour? Comme ça, vous expliquer un petit peu d'où vous venez, ce que vous faites. Donc, je suis Cédrine Meyer, j'ai cofondé l'agence éthique en 2017. En fait, on accompagne les entreprises, les PME, les ETI dans leur stratégie de responsabilité sociétale. Que ce soit leur politique RSE ou vraiment jusqu'à les labellisations. Et je suis donc Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly. On a créé une solution qui initialement aidait les entreprises à réaliser leur bilan carbone, donc sur le scope 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, on va plus loin. On propose une suite climatique qui va aider les entreprises à la fois à mesurer, donc on parle de bilan carbone et d'analyse de cycle de vie, à réduire avec des trajectoires de réduction et des plans d'action sur mesure, et enfin à se mettre en conformité, parce qu'il y a des nouveaux sujets. On parle beaucoup de réglementation en ce moment, et notamment avec la CSRD qui va concerner beaucoup d'entreprises l'année prochaine, dès l'année prochaine. Et donc, on aide les entreprises désormais à pouvoir se suivre sur tous les sujets climatiques. Et du coup, pour planter le décor, peut-être toi, Cédrine, est-ce que tu peux expliquer globalement ce que c'est que la RSE? Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais certaines personnes ne sont pas forcément encore au fait de ce que c'est. La RSE, c'est la contribution volontaire des entreprises au développement durable. Donc, l'idée, c'est d'identifier l'impact qu'a l'entreprise sur l'environnement, l'environnement humain et l'environnement naturel, et de réduire les impacts négatifs et d'augmenter les impacts positifs sur l'écosystème. Donc, il y a une norme ISO qui est la norme mère de la RSE, donc c'est l'ISO 26000. Mais c'est pas certifiable. Donc, il y a un tas de labels qui ont été créés justement pour permettre aux entreprises de mesurer leur engagement en responsabilité sociétale. Donc, l'idée, c'est vraiment sur les 3 piliers économique, environnemental, social et éthique gouvernance, de vraiment piloter des actions de manière vraiment transverse pour réduire les impacts négatifs et augmenter les impacts. Et donc toi, ça veut dire que tu travailles, tu l'as dit, avec des grands groupes, c'est ça, ETI, PME majoritairement? Plutôt des PME qui ne sont pas soumis à la réglementation justement, mais qui sont soumis un peu puisque, par ricochet, les grands groupes, les gros donneurs d'ordre leur demandent donc de l'engagement RSE, d'avoir une politique RSE et de fait. Donc on a un grand compte qui travaille avec des sous-traitants, par exemple, Exactement. et qui exige une labellisation, parce que c'est la réglementation. Et donc la structure du dessous, le client ou le fournisseur, bref, peu importe, doit obtenir un label pour pouvoir continuer de travailler avec c'est ça? C'est pas exactement ça. Il faut Alors pas vas-y. avoir un label RSE pour répondre à la réglementation. Sur les PME, en fait, c'est assez compliqué. Il n'y a pas comment dire, d'obligation. Donc, pour répondre aux exigences de leurs gros donneurs d'ordre, souvent, elles vont chercher des labels parce que ça leur donne une légitimité et un audit qui permet, on va dire, de crédibiliser leur démarche. Après, sur certains donneurs d'ordre, les donneurs d'ordre ne demandent pas la même chose. Il y en a qui demandent des bilans carbone parce qu'eux-mêmes sont soumis à la réglementation en Donc ça, matière c'est de plus ce que bilan propose carbone. Greenly? Exactement. Et donc, les petites entreprises, de fait, font des bilans carbone pour répondre à cette obligation qu'ont leurs gros donneurs d'ordre. D'accord. Et vous, aujourd'hui, parce que je sais que la cible de Greenly a évolué avec le temps. Je sais qu'au départ, c'était du B2C, après c'était du B2B. Et puis aujourd'hui, vous adressez majoritairement à des grands comptes. Comment ça s'est fait ce changement? Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu?
C'était le vrai pari, c'est qu'en 2019-2020, on a commencé effectivement avec une application mobile pour les particuliers. L'idée, c'est que nous, on venait du monde de la tech, on était passé par une startup qui s'appelle WeThings à la base, qui produit des objets connectés dans la santé et qui aide les individus à améliorer leur hygiène de vie grâce à la donnée. Et donc c'est par rapport au sommeil, c'est par rapport au rythme cardiaque, c'est par rapport à plein de choses sur ces thématiques-là. On s'est dit, sur l'environnement, on parle beaucoup d'ordre de grandeur. On dit qu'un Français doit atteindre 2 tonnes de CO2 par an. Un Français est plutôt entre 9 et 10 tonnes aujourd'hui. Et la question, c'est comment est-ce qu'on se mesure, on se suit pour améliorer ses performances. Comme finalement un marathon, la course, si je m'entraîne à la course, ce qui me permet de progresser de semaine en semaine, c'est de suivre cette donnée et de Ouais, l'améliorer. comme une entreprise qui suivrait ses indicateurs Exactement. clés, mais là, c'est au niveau du ménage, quoi. C'est exactement ça. Et donc, on a commencé par les particuliers en se disant, il faut qu'on donne des ordres de grandeur et qu'on simplifie au maximum ce suivi. Donc, on s'est synchronisé au compte bancaire, ce qui laissait là aussi une marge d'incertitude, mais ce qui permettait déjà d'avoir un ordre de grandeur et de donner cette mesure au fil des semaines, des mois et des années, parce qu'on se connectait au compte bancaire et qu'on avait accès aux informations du type ma course avec Uber, mon achat chez Zara, etc., etc. Donc, on suivait ça de la manière la plus automatique possible. Rapidement, on a des acteurs bancaires qui sont venus nous voir en nous disant, nous, cette information, elle nous intéresse, on a envie de la distribuer au plus grand nombre. Donc, on a lancé ça avec une dizaine ou une quinzaine de partenaires bancaires. Grosso modo, on a touché entre 15 et 20 millions de personnes. Donc, ça a vraiment permis de démocratiser la question de l'empreinte carbone individuelle au maximum de personnes. Ça, c'était le deuxième modèle. Donc, on est sur du B2B2C. Et enfin, le dernier modèle, c'était comment est-ce que maintenant on aide les entreprises, parce qu'elles sont venues nous voir. On a eu initialement beaucoup d'entreprises de la tech et qui nous ont dit, nous aujourd'hui, on aimerait s'engager pour le climat, mais on n'a pas forcément le budget. On a pris la température auprès de cabinets de conseil qui nous envoyaient généralement des devis assez chers. Et donc, nous, aujourd'hui, on cherche une solution abordable qui va pouvoir nous permettre de faire un premier pas dans la RSE et de s'engager. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a pivoté. On a fait le choix de laisser un peu tomber et mettre de côté l'application mobile pour se concentrer sur une plateforme digitalisée sur la question du bilan carbone afin de simplifier la collecte des données et de faire en sorte que le bilan carbone devienne collaboratif et que chacun puisse y contribuer sur tous les aspects. Et donc, on a commencé sur les TPE-PME initialement. C'était un vrai pari parce qu'on ne savait pas forcément, il n'y avait pas d'obligation, effectivement, ils n'étaient pas obligés de le faire, donc on s'est demandé si ça allait prendre. Et en fait, c'est ça qui a été extraordinaire sur ces sujets-là. Il y a eu beaucoup d'intent, ou en tout cas de motivation, qui ont fait que les entreprises, à un moment, se sont intéressées au sujet. Il y a la question, effectivement, des grands comptes qui peuvent aller demander plus de transparence dans le cadre d'une politique d'achat responsable. Mais il y a différents motifs. Il y a la question de la marque employeur, il y a la question des labels et des certifications type B Corp, EcoVadis et j'en passe. Et en fait, on a vu que dans les entreprises, il y avait différentes équipes, différents départements qui venaient nous voir et qui nous disaient « on veut se lancer sur le sujet ». Donc parfois des gens au marketing, parfois des RH, parfois des gens au produit. Donc on avait vraiment de tous les mondes. Et des gens qui nous disaient, moi, dans ma vie de tous les jours, je suis hyper engagé, j'ai des convictions personnelles fortes, et demain, je veux que mon entreprise s'aligne sur ces convictions-là. Et donc, on avait des ambassadeurs qui étaient un peu déployés dans toutes les entreprises, et on leur donnait les armes pour aller voir les responsables et pour aller défendre cette démarche. C'est drôle, c'est que moi, mon expérience personnelle sur le sujet, c'est que c'est le cheminement inverse, tu vois. C'est que donc Cédrine nous accompagne donc chez CK. Nous, je rappelle, on est expert comptable. On nous accompagne depuis presque 10 ans peut-être sur le sujet de la RSE. Et moi, au départ, j'étais pas quelqu'un qui avait je le dis, hein, qui avait des grandes convictions sur tous ces sujets-là, en fait. Tu vois, peut-être que j'étais peut-être trop jeune ou je sais pas, mais en tout cas, j'avais pas cette maturité-là. Et au final, c'est en travaillant avec Cédrine, parce que j'ai des associés qui, eux, par contre, ont des convictions. Et c'est en faisant des trucs sur la thématique de la RSE avec notre entreprise que moi, j'ai changé ma mentalité. Tu vois, moi, ça a été vraiment le chemin inverse. C'était pas perso puis pro, c'est parti du pro, mais ça veut dire que du coup, ces entreprises-là, elles ont un rôle à jouer aussi pour sensibiliser leurs collaborateurs sur ces sujets-là. L'expérience que j'ai, moi, contrairement à toi en tout cas, c'est que c'est un peu plutôt dans ce profil-là. C'est-à-dire que
les clients, les personnes qui viennent nous voir, ce sont souvent des dirigeants de petites entreprises, qui sont obligés, en fait, de passer à la RSE, qui sont pas forcément, convaincus et qui, au fur et à mesure de l'avancement dans la démarche, commencent à y voir un intérêt. Parce que souvent, on voit ça comme une contrainte. Le dirigeant voit ça comme une contrainte et c'est normal, il a pas, la vision de la RSE qui peut être vraiment l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver une stratégie, ça doit nourrir la stratégie, générale de l'entreprise. Justement, hors réglementation Oui. et obligation, c'est quoi, du coup, selon vous, qui fait que la RSE, elle est devenue essentielle pour une entreprise? Bah, il y a les 2 pendants, hein. Enfin, c'est vraiment marcher sur les 2 jambes. On peut pas faire l'impasse de l'évolution réglementaire qui oblige les entreprises à se mettre dedans et ne pas s'y mettre. Ne pas s'y mettre, c'est vraiment, je pense, ne pas anticiper un véritable enjeu stratégique. Puisqu'il y a des problématiques de voilà, Complètement. tu te fermes des marchés, clairement. Au même titre que, moi j'aime bien souvent faire le parallèle avec la transformation digitale il y a quelques années. Une entreprise, il y en a eu, on connaît les exemples, les cas d'école, des entreprises qui n'ont pas forcément senti la chose, qui se sont dit que c'était peut-être très futuriste, très lointain et que la transition pourrait se faire au fur et à mesure. Et ça a complètement détruit certains règnes, je pense à Kodak notamment. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, c'est du même niveau, c'est de la même intensité, ça ferme des marchés, il y a des risques réputationnels forts, il y a, ça doit être au cœur du réacteur, ça doit faire même partie maintenant des comités de direction. Dans les entreprises, il faut qu'il y ait absolument cette personne qui soit dans les comités de direction, qui puisse prendre des décisions en disant « Ok, il y a la croissance, ok, il y a les enjeux business, maintenant, comment est-ce qu'on s'aligne ?» L'idée, c'est pas juste de dire on arrête et on ralentit et on voit si on ferme des pays, un truc. C'est absolument pas ça. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on continue à grossir en prenant en compte évidemment les objectifs, mais en se disant il y a peut-être des sujets sur lesquels on va pouvoir travailler et d'aligner les deux mondes. Donc c'est vraiment ce travail-là. Et du coup, chez Greenly, au départ, est-ce que ce projet-là, vous l'avez pensé et porté par rapport à des convictions fortes, ou est-ce que vous venez du monde de la start-up, donc vous avez plutôt flairé un marché et un business à aller chercher sur ce secteur-là? Ça peut être les deux. C'est un peu des deux. Si je suis tout à fait sincère et transparent, je pense qu'on avait envie de s'attaquer à un sujet de société, on avait envie de s'attaquer à un grand défi. La santé en était un. On n'était pas fondateur, mais on avait rejoint du coup cette start-up qui était WeThings en se disant sur la santé, en tout cas, il faut qu'on démocratise les données de santé et qu'elles reviennent aux patients pour que le patient puisse se suivre. Sur l'environnement, il y avait évidemment des enjeux. Il y avait peu d'outils au moment où on s'est lancé. Et il y avait une question de comment est-ce qu'on démocratise un sujet qui est fermé sur une typologie d'entreprise, donc les petites, les TPE, PME. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est de l'opportunisme, en tout cas, on avait envie de s'intéresser au sujet. On est passionné par ce qu'on fait, on est des passionnés de technologie, mais on est aussi en général des passionnés d'entrepreneuriat. Et donc quand on s'attaque à un sujet, on a envie de le creuser, on a envie de tout comprendre, on a envie de voir comment est-ce qu'on peut apporter une solution qui est utile au plus grand nombre. C'est quel problème on résout. Et là, il y avait des problèmes à résoudre. Et donc, voilà, ça a été sur le sujet environnemental, ça aurait pu être sur beaucoup d'autres sujets, mais celui-là, en tout cas, nous semblait plus prioritaire que les autres. Mais pour revenir sur ce que tu disais, donc il y a vraiment l'évolution réglementaire qui les pousse, mais moi, ce que j'ai pu constater aussi en implémentant des stratégies RSE, c'est sur des entreprises de taille moyenne, c'est aussi que ça les structure. Et souvent, Complètement. des PME sont pas vraiment structurées, surtout s'il y a une forte croissance, c'est quelque chose qui leur manque. Et justement, ce que disait Arnaud sur le fait qu'il a des demandes au marketing ou à la com, et ben en fait, tu te rends compte que la RSE, ça va être quelque chose de transverse qui va permettre, d'éviter de travailler en silo, comme ça se passe parfois dans les PME, Ouais. et vraiment d'essayer d'avoir quelque chose, une stratégie ensemble et C'est pour ça que chez nous, Ouais. il nous a incité à créer un comité RSE avec des gens qui viennent de différents services et à différents niveaux. Ouais, mais la Et gouvernance en RSE, c'est vraiment le cœur de la chose et c'est comme ça que tu peux l'implémenter à ta stratégie et vraiment travailler ensemble
entre les différents services, ça permet aussi de développer des opportunités différentes. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question de stratégie. C'est pas uniquement vraiment se cantonner à la réduction de son impact sur le climat, par exemple, ou augmenter son impact positif sur la diversité, sur l'inclusion. C'est vraiment, on parle de stratégie, d'enjeux et d'opportunités, d'augmenter ces Est-ce que c'est opportunités en ça tant qu'on appelle qu'entreprise. aussi la notion de croissance durable? Où c'est vrai que parfois, moi, c'était l'erreur que je faisais avant, et tu le sais, j'opposais un peu la croissance et la RSE parce que j'arrivais pas à comprendre comment c'était compatible, tu vois? Et puis après, en travaillant ensemble, j'ai compris, hein, que finalement, c'était ce qui nous permettait aussi de nous structurer. Mais c'est vrai que je pense que dans la tête des gens, il peut y avoir quand même cette fracture entre les 2 et Bah, c'est pour ça que c'est important de démocratiser quand même tout ça, tu vois? oui, mais après, si tu le prends concrètement, le développement durable, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, tu es une entreprise de tourisme, si tu te dis que les enjeux climatiques, bon, tu fais un peu de greenwashing pour dire que enfin, c'est quand même, de mettre de côté une problématique qui pourrait avoir des conséquences claires sur ton business. Si, tes centres de vacances peuvent pas ouvrir parce qu'il y a, une généralisation des ouragans sur les lieux, où tu es, c'est compliqué. Donc, il y a des vraies conséquences qui peuvent, arriver. Donc, Mmh. voilà, c'est concret, la RSE, en vrai. Et vas-y, C'est vas-y. hyper concret, et si je peux rebondir, c'est vrai que je pense que le rôle d'un responsable RSE, et je pense qu'il y a un peu une vision qui est pas encore, enfin, qui est naïve là-dessus, c'est qu'il y a un peu ce côté, on se dit le responsable RSE, grosso modo, il est dans son coin, il est éloigné de tous les pôles. Ce qu'on va lui demander, grosso modo, c'est de faire des petites tâches pour, voilà, faire en sorte qu'il y ait moins de déchets. Enfin, il y a un peu une vision naïve de la chose, alors que c'est un job sur lequel, enfin, c'est un véritable chef d'orchestre dans l'entreprise. Et c'est quelqu'un qui va aller voir toutes les équipes, une par une, qui va les mettre autour de la table, qui va expliquer donc déjà ce qu'est la RSE, derrière de dire quels sont les combats, donc de sensibiliser sur toutes les questions. Il y en a énormément à traiter, et derrière de faire en sorte qu'on se sensibilise. Donc, je prends un exemple très concret sur le marketing. Ça va être aujourd'hui comment est-ce qu'on fait de la communication responsable et du marketing responsable. Donc il y a énormément d'enjeux. Il y a les questions de comment est-ce qu'on réduit, par exemple, le poids de son site web. Comment est-ce qu'on développe aujourd'hui en prenant conscience que le numérique a un impact, et de réduire l'impact lié à nos usages numériques. Donc il y a des sujets web, il y a des sujets de présence sur les salons, par exemple. Comment est-ce qu'on existe sur les salons sans émettre un maximum? On a vu qu'on a fait des tests la semaine dernière sur ProDurable. Il y a certaines choses sur lesquelles on a été épinglé parce qu'on a produit des goodies qui émettaient une certaine quantité de CO2. Donc, en fait, il y a énormément d'aspects sur lesquels il faut faire hyper attention. Là, je suis que sur la question du CO2, mais il y en a énormément. Il y a la question de l'équité dans les équipes. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est pour ça qu'il y a vraiment un rôle de chef d'orchestre où il faut aller voir chacun des pôles, le produit, les devs, le marketing, les sales, tout le monde, et expliquer les enjeux et voir derrière comment est-ce qu'on s'améliore. Alors, vous, je sais que vous avez été accéléré par IDEST au départ, Complètement, ouais. qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, qui est l'accélérateur de l'ordre des experts comptables. Mm. Il me semble que vous n'avez pas réussi à trouver votre marché à ce moment-là, en tout cas avec les experts comptables. Mm. On sait que la clientèle des experts comptables, c'est à 80% le tissu des entreprises françaises, c'est-à-dire des TPE. Comment on fait concrètement pour commencer à engager une démarche RSE quand on a une TPE? Comment est-ce qu'on engage une TPE? Comment est-ce qu'on la motive? Ouais, oui, dans ce sens-là déjà, quel discours toi tu vas devoir adopter pour réussir à convaincre une TPE de s'engager dans une démarche RSE et comment la TPE, elle peut s'y prendre, tu vois? Parce que c'est vrai que c'est des budgets qui peuvent être importants. Tu as dit tout à l'heure, se faire accompagner, ça coûte cher. Est-ce que vraiment il y a, un ROI si jamais tu cherches un ROI et cetera, tu vois? C'est pas qui Ah, peut c'est répondre ça. à cette Bah, question, mais c'est-à-dire que c'est une question difficile. Je sais pas ce que tu en penses. Sur une TPE en plus, c'est-à-dire que la problématique de la politique d'une stratégie RSE, c'est que ça coûte cher parce que c'est du temps et c'est difficile que ce soit automatisé. Et Mm. donc, du coup, c'est pour ça que
des plateformes comme Greenly peuvent être un moyen de commencer, en fait, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très cher et qui te permet de rentrer par un petit bout de la lorgnette de la RSE. Sur le climat, des choses où tu peux faire déjà beaucoup de choses, où il y a comment dire, des plans d'action concrets à faire, c'est une bonne porte d'entrée. Maintenant, moi, à mon avis, sur les TPE, la meilleure manière de les convaincre, c'est quand leur gros donneur d'ordre leur demande, en fait. C'est compliqué aujourd'hui, en tout cas, pour une petite entreprise d'engager une démarche RSE, enfin, d'anticiper une démarche RSE, de se dire je le fais pour des raisons Donc c'est la stratégiques. contrainte. Moi, C'est la je pense contrainte aujourd'hui aujourd'hui, Beaucoup sur la contrainte. c'est ça. oui, Du coup, la RSE, donc voilà, je sais que la RSE, c'est quelque chose de large qui englobe plusieurs volets. Greenly s'est intéressé à la décarbonation. Pourquoi vous avez pris ce volet-là, du bilan carbone notamment, et pas d'autres sujets? Parce qu'il fallait très bien. s'attaquer à À quelque chose? il fallait commencer par quelque chose. Non, en fait, on s'est posé la question rapidement de s'étendre à tous les critères de l'ESG, sauf que le sujet de la comptabilité carbone est quand même complexe, très technique, sur la collecte de données, parce que les données sont partout, donc il y a déjà des enjeux de multi-entités, parce que de temps en temps, il y a différents espaces à traiter, et donc il faut déjà pouvoir combiner tout ça. Il y a du multi-year, donc il faut prendre en compte toutes les années, etc., et proposer une expérience, parce qu'encore une fois, on se perçoit comme des ouais, je vais y arriver, diététiciens, pardon. Et donc, nous, il y a un enjeu justement à ce qu'une entreprise le fasse tous les ans et pas une fois tous les 3-4 ans. Donc, il y a vraiment un sujet de comment est-ce qu'on suit sur la durée. Et donc, il y a énormément de spécificités et de choses techniques à prendre en compte sur la question de la comptabilité carbone. C'est un peu comme de la comptabilité financière. Les deux mondes sont J'ai liés. passé la formation, la certification bilan carbone, donc expert comptable Voilà. certifié bilan carbone. Je suis ressorti de cette formation, je me suis dit: «Mais comment je vais faire pour réaliser ce genre de mission?» C'est Et- hyper compliqué parce que Chronophage. c'est C'est chronophage, très il faut aller chronophage, chercher des ouais. données Bien sûr. partout, ça paraît en vrai ça paraît, Il y a beaucoup de bases de infaisable données. limite, tu Bien vois? sûr, non, mais il y a une question de base de données où il faut aller chercher le bon coefficient CO2, où on se rend compte qu'en fait, même sur une information, le bon coefficient CO2, il peut être challengé. Donc en fait, il y a toujours des hypothèses. On fait en sorte d'avoir la meilleure granularité possible, la meilleure précision. Aujourd'hui, le marché est mature, le marché est plus exigeant, donc il y a un besoin d'avoir vraiment cette précision optimale. Mais voilà, sur le sujet de la comptabilité carbone, il y avait énormément à faire. La réalité, c'est qu'on est encore beaucoup dessus et qu'il y a énormément de choses à améliorer. Et notre vision là-dessus, c'est que vraiment un jour, la comptabilité financière sera fusionnée à la comptabilité carbone. Et donc voilà, il y a énormément de passerelles entre ces deux mondes-là. Et on est parti peut-être du plus complexe et du plus technique OK. pour ensuite arriver de plus en plus vers les aspects déclaratifs. Et où là, c'est un travail qui est plus manuel, qui est peut-être moins aussi automatisable. Il faut se méfier du terme parce qu'il n'y a pas que de l'automatisation, il y a aussi un travail sur la partie flux physique et donc un travail d'intégration où c'est un travail plus manuel. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cet enjeu. Et pour nous, l'enjeu de partir peut-être du plus compliqué, du plus technique, pour ensuite s'étendre à différents critères et au reste des aspects de la RSE. Mais je vais aller dans son sens. Je pense aussi que c'est la thématique qui est la plus fiable en termes de collecte de données. C'est-à-dire que la problématique de collecter des données sur les autres indicateurs ESG, c'est compliqué parce qu'il y a, du qualitatif souvent. Mmh. Et donc, du coup, pour collecter du qualitatif, tu le fais pas avec des fichiers d'écriture comptable. Donc, c'est. Mais Complètement. justement, comment, en essayant de vulgariser au maximum et en donnant peut-être des exemples, comment on peut mesurer, le niveau d'empreinte carbone d'une entreprise? Carbone. Ouais. Justement, ça dépend des périmètres, ça dépend des facteurs d'émission sur l'activité sur lequel tu es. Par exemple, si on a une société de transport, on va regarder quoi? On va calculer en fonction, du trajet, qui est effectué, en fonction, du je sais pas, comment on s'y prend, en fait?
En fait, en fonction aussi, en fait, nous, c'est pour ça, on fonctionne vraiment par verticalisation. C'est ce qui a permis aussi, je pense, à Greenly de scaler à grande échelle. C'est qu'on a construit des équipes vraiment qui étaient experts de chacune des verticales. Ok. Donc, la façon dont on dresse le bilan carbone d'une entreprise de la tech n'est pas du tout la même réalité que pour une entreprise de l'industrie. Les bases de données ne vont pas être les mêmes, la collecte de données ne va pas être la même, la quantité de flux physique versus flux monétaire ne va pas être non plus similaire. Donc, il y a un enjeu vraiment à comprendre la réalité de chaque secteur d'activité et de savoir quelles sont les informations dans le bilan qui vont faire grossir le compteur et d'aller justement ensuite même dans la recommandation, parce qu'une fois qu'on a fait l'audit et la photographie des émissions, c'est un premier pas, donc on essaie d'avoir la mesure la plus fine possible. Mais derrière, il y a la question de la recommandation de plan d'action. On définit une feuille de route avec nos experts climat. Et à partir de là, ça peut être, on peut enfoncer des portes ouvertes. Si on est trop général et qu'on reste sur de la recommandation qui peut être réalisée pour toutes les typologies d'entreprises. Mais l'idée, c'est de comprendre du coup quels sont les postes d'émission principaux par secteur d'activité et ensuite d'aller vraiment à l'échelle de chaque information, à l'échelle de chaque fournisseur, d'aller challenger en disant « Ah, bah, il y a peut-être des fournisseurs qui sont mieux notés, sur lesquels on vous recommande d'aller parce qu'ils sont plus transparents, parce qu'ils ont plus d'actions qui sont mises en place. » C'est pour ça qu'il y a une histoire de scoring de fournisseurs aussi chez nous. Et que derrière, on va vraiment aller sur la recommandation la plus fine possible. Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Donc voilà, sur une entreprise de la tech, on va par exemple se synchroniser aux outils. Il y a beaucoup d'informations qu'on va pouvoir aller chercher assez automatiquement. Donc il y a les flux monétaires qui nous donnent déjà beaucoup d'infos. C'est le fichier des écritures comptables qu'on passe dans la machine. On catégorise et sous-catégorise chacune des transactions. Et à partir de là, on a quelque chose d'assez fidèle. Par contre, sur une entreprise de l'industrie, il va falloir potentiellement aller renseigner des flux physiques, des modules, en allant là faire un travail qui est plus manuel, qui est plus long, qui est plus chronophage, mais qui est indispensable pour avoir vraiment une photographie qui est réaliste et qu'on ne soit pas juste dans quelque chose d'assez global, d'assez flou, sur lequel derrière, de toute façon, on n'aura pas d'actionnabilité parce que ce sera trop général. Je ne sais pas si toi, Cédric, tu as déjà utilisé la plateforme Greenly, mais du coup, si moi, demain, je suis client, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore la plateforme, comment ça se passe du coup? C'est quoi le cheminement et quel est le degré d'intervention justement du client pour obtenir justement son bilan carbone? Sur le process, sur le mode d'emploi, on commence généralement avec toute une partie d'onboarding. Donc, il y a un enjeu évidemment d'expliquer comment ça fonctionne et d'expliquer pourquoi on fait les choses, parce qu'il y a aussi cette question-là, pourquoi on va renseigner telle donnée, pourquoi on va remplir telle information. Nous, l'objectif, c'est pas de pourrir la vie de nos clients en leur demandant une tonne de données, c'est de leur dire le travail que vous allez faire là, plus vous allez nous donner de l'information, de la visibilité, de la transparence sur chacun des modules, sur chacune des actions, et plus derrière, votre bilan sera de qualité, et plus on pourra vous suggérer des actions qui sont intéressantes pour votre cas de figure. Et donc voilà, donc on commence vraiment avec cette partie onboarding, explication, on informe énormément, donc il y a une partie où ça se fait au sein de la plateforme, ça se fait au sein des emails, via le CRM, via parfois aussi des onboarding groupés. Et à partir de là, ensuite, commence le travail de la collecte de données. Donc là, il y a des choses sur lesquelles je disais tout à l'heure, on peut gagner du temps, donc via les flux monétaires et en synchronisant par exemple son fichier d'écriture comptable qui donne déjà un premier indicateur et qui permet de dresser la liste des fournisseurs avec lesquels on travaille. Mais derrière, il y a un travail qui est indispensable, qui est obligatoire, qui est d'aller compléter des modules physiques. Et donc d'aller renseigner ces informations sur ces bâtiments. Donc quel est mon chauffage, quels sont mes mètres carrés, enfin voilà, il y a des choses qu'on voit pas sinon dans d'autres typologies de fichiers. Ensuite, d'aller renseigner d'autres informations. Si par exemple j'ai des flottes de véhicules au niveau de mon entreprise, je vais aller renseigner ces informations-là, matériel informatique, toutes ces choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui vont derrière permettre, encore une fois, d'apporter plus de précision au bilan. Donc ça, c'est vraiment sur la partie photographie. Ensuite, j'ai des indicateurs, des analytics qui me permettent là aussi de pouvoir aller creuser et de savoir où est-ce que j'ai émis, quels sont mes postes d'émission principaux, d'aller comprendre vraiment dans le détail. Nous, on offre aussi la possibilité à nos clients d'aller synchroniser leurs outils pour aller suivre, par exemple, l'impact du numérique, si on veut aller sur du Facebook Ads,
sur tout type de software, même se connecter à des outils comptables d'ailleurs, il y a cette possibilité-là. Et ensuite, il y a la partie plan d'action. Comment est-ce que maintenant on se lance concrètement et comment est-ce que toute l'entreprise se met en ordre de bataille pour avancer. Et donc voilà, là c'est aussi le travail de nos experts climat, c'est aussi le travail des account managers en interne qui font en sorte que l'entreprise ne s'en tienne pas juste à dire super, on a fait notre rapport, on va faire un peu de presse et de communication et on refera et on se reverra plus tard, mais de dire en fait c'est le point de départ et il y a maintenant toute une route sur laquelle on va essayer de combiner tous les mondes dans l'entreprise pour que l'année prochaine, quand on revient, et ben, que la réalité soit tout autre. Et donc c'est important d'avoir et de la précision et des choses actionnables pour que l'entreprise derrière, elle sache par quoi commencer, elle sache ce sur quoi il faut prioriser ses actions et derrière que d'année en année, elle puisse se dire on a peut-être réduit de 2-3%. C'est peut-être pas aussi flamboyant qu'une annonce Amazon ou Apple à 2050 ou 2060. Quand on creuse la réalité, c'est que d'ailleurs la plupart de ces acteurs-là n'ont rien entamé à l'heure actuelle. Donc c'est en gros, on prend des engagements très long terme et on verra plus tard. Et donc l'idée, c'est de se dire, nous, c'est tout l'inverse qu'on veut, c'est on commence aujourd'hui. Tant pis pour les grandes annonces flamboyantes, c'est pas l'objectif. Encore une fois, c'est de se dire, on est réaliste et tous les ans, on progresse. On améliore. On améliore. Et ça doit vraiment être la philosophie des entreprises. Et c'est tout le problème aujourd'hui. Ce qui est bien, là, c'est que vous avez deux profils totalement différents, puisque toi, tu as une boîte tech, du coup. Toi, Cédrine, tu es dans le conseil et l'accompagnement. Est-ce que, du coup, tu te retrouves dans ce que dit Arnaud, justement, sur... Oui, absolument. Mais en plus, j'ai une question, parce que finalement, c'est ça, l'idée pour un chef d'entreprise, c'est de mesurer, et puis c'est d'être un peu pris en main, en fait. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de temps, il faut que ce soit assez clair. La RSE, ça peut être compliqué, donc d'être pris en main et d'être guidé, c'est pas mal. Mais du coup, pour le plan d'action, tu travailles avec des experts, mais ensuite, sur les, comment dire, tu parlais tout à l'heure aussi de la CSRD et les liens avec Ecovadis. Ça veut dire que tu as comment dire, des frameworks sur lesquels on est capable d'accompagner. Qui te permettent d'être lié avec les plateformes Ecovadis et de voir les évolutions positives de ton client et que ce soit répercuté sur leur Exactement. On va dire qu'on ne prend pas l'intégralité du scope. Donc, par exemple, pour un Bicorp, un Ecovadis, ou pour la CSRD, oui, c'est le cas. Là, on accompagne vraiment de A à Z. Pour certains modèles où derrière, il y a quand même de la complétion d'informations, de fichiers, parfois au sein même de la plateforme ou d'un autre outil, on accompagne, on aide. Par contre, on ne réalise pas forcément l'intégralité de la démarche. Donc là aussi, il y a des enjeux de partenariat et de comment est-ce qu'on s'associe typiquement à des consultants, à des cabinets de conseil, pour derrière se dire, nous, on va peut-être prendre plutôt cette partie-là sur laquelle on est très expert et sur laquelle on veut vraiment avancer. Et au contraire, faire en sorte que sur l'accompagnement, peut-être des enjeux de complétion sur des frameworks, des labels, etc., on puisse avancer. Justement, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Ecovadis, ou encore même encore plus important aussi, c'est la CSRD qu'on entend un peu partout. Alors c'est deux choses très différentes, hein, je sais très bien, mais est-ce que vu que vous avez énoncé ces termes-là, juste que les gens puissent savoir ce que c'est? Alors la CSRD, c'est une directive européenne qui est mise en place depuis donc, le 1er janvier 2024. Elle existait avant sous un autre nom, c'était pour les grosses entreprises de plus de 500 salariés. Et aujourd'hui, les seuils se réduisent. Donc l'année prochaine, ce sera pour les entreprises de plus de 250 salariés et ensuite sur les PME cotées. Donc la réglementation évolue et demande clairement une mise au pas des entreprises. Donc la CSRD, ça se colle sur l'ISO 26000. Donc tout ce qui est environnement, tout ce qui est social, tout ce qui est gouvernance et éthique. Et il y a des indicateurs, beaucoup d'indicateurs. Et l'idée, c'est d'obliger les entreprises à émettre un rapport de durabilité. Donc un rapport qui, selon les enjeux spécifiques des entreprises, comme disait Arnaud tout à l'heure, c'est pas la même chose d'être dans la tech ou d'être transporteur routier. Donc selon les enjeux, tu vas remplir des indicateurs différents et produire un rapport de durabilité. Donc la loi t'oblige pas à avoir aujourd'hui des résultats, mais oblige à reporter.
donc à rendre compte de ce que tu fais, Mmh. avec Mmh. voilà, l'objectif d'avoir une amélioration continue. Ok. Mais voilà, tout le monde parle de ça aujourd'hui parce que bah, c'est engageant en fait. Ça va demander aux entreprises de se mettre en ordre de marche pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences et que voilà et de dire quel outil va m'aider à le faire parce que aussi c'est la question et c'est là où je voulais en venir aussi. Comment, quand tu es une petite entreprise, ce qui est compliqué, c'est de collecter toutes tes données et de produire tout ça, même quand tu es un gros groupe d'ailleurs. Et donc, il y a de plus en plus de plateformes qui proposent ce genre de rapport de durabilité automatisé. J'aimerais bien avoir ton avis parce que moi, je me pose la question sur, là, il y a un rapport du MEDEF qui vient de sortir Mmh. sur les outils qui vont permettre de produire ce type de rapport durabilité, en fait, de collecter les données et de produire le rapport. Ce qui m'étonne, c'est que c'est cette disparité entre les outils. Les gens ne savent pas comment les choisir, enfin les entreprises ne savent pas comment les choisir. Et toi, voilà, comment tu te positionnes dessus et surtout, comment tu fais pour émerger par rapport à des concurrents qui sont parfois, bah, même Ecovadis par exemple, qui proposent des mesures d'émissions de CO2, mais qui ne sont pas bilan carbone. Mmh. Et du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, c'est c'est une bonne question. Parce Ce qu'on qui est me la vrai pose en fait, cette ouais, question, ouais, ouais. bien sûr, non, non, mais bien sûr, et c'est une très bonne question. Ce qui est vrai, dans le contexte déjà, c'est qu'on a énormément d'entreprises, qui viennent nous voir et qui sont complètement affolées par ce sujet de la CSRD. Donc c'est 4 lettres qui font, trembler le monde, qui, grosso modo, viennent, nous disent: «Écoutez, c'est simple, aujourd'hui, on me dit que je dois faire ça. Je ne sais pas combien il me faut de ressources en interne pour gérer le projet. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne sais pas combien de temps ça va coûter à la boîte». Et grosso modo, le sujet est arrivé très vite sur la table avec, bah, du coup, peu de réponses. Hem, donc il y avait encore, je pense qu'il y a 1 an, si on remonte en arrière, il y avait, potentiellement aucun outil sur le sujet, enfin même il y a 6 mois ou 8 mois. Et là, récemment, il y a, c'est un peu la jungle. Il y a énormément d'outils, donc des solutions de bilan carbone qui d'un coup, se sont reconverties en solutions de CSRD et qui maintenant présentent leur outil comme une solution de CSRD avant d'être une solution de bilan carbone. Et des acteurs comme nous, alors soit des boîtes qui sont lancées que sur la question, ou soit des boîtes comme nous qui se sont élargies et qui proposent plutôt maintenant une suite climatique et de plus en plus qui deviennent du coup des plateformes d'ESG. Nous, sur le sujet, enfin, je pense qu'il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de fonctionnalités qui peuvent être mises en avant. Moi, enfin, je pense que sur l'automatisation, il y a toujours un peu un. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur les questions de sémantique aussi. Mais tout ne peut pas être automatisé et il y a énormément de travail qui est manuel. Sur le bilan carbone, on a fait l'erreur. J'ai été le premier à faire l'erreur au moment de se lancer avec Greenly. Et j'ai ensuite compris vraiment l'importance du choix des mots et sur le fait qu'on ne pouvait pas, par exemple, parler de plateformes automatisées, mais qu'il fallait parler de plateformes digitalisées. Ça change beaucoup de choses parce que on avait tendance parfois à exagérer la simplicité d'une démarche. Le bilan carbone, on le présentait comme quelque chose qui se faisait en claquant des doigts. Bon, c'est très marketing, ça permet de bien vendre et de montrer que c'est simple à des TPE, PME, mais grosso modo, c'est pas la réalité, on survend la démarche et surtout ça mettait en avant le fait qu'on allait très vite et que donc il y avait un problème sur la qualité, potentiellement. Donc c'est pour ça que derrière on s'est dit: «Ah mais c'est dommage parce que c'est pas forcément aligné sur le travail qu'on réalise en interne». Il y a un travail qui est très rigoureux, mais en tout cas le marketing défendait mal ce travail-là. Donc il a fallu se repositionner, faire bien plus attention à comment on présentait la démarche et je pense que sur la CSRD, il y a un enjeu, je ne sais pas si vous connaissez par exemple cette plateforme Venta, Vanta qui permet de répondre à des enjeux de sécurité dans l'entreprise. Donc en fait, il y a énormément de tâches. La sécurité dans une entreprise, c'est un sujet qui est central, qui touche tous les départements et sur lequel il faut là aussi qu'il y ait des plans d'action et des tâches qui soient distribuées à gauche et à droite. Et donc là, il y a la possibilité de nommer des responsables, il y a la possibilité de mettre des deadlines, il y a la possibilité de mettre tout le monde en marche pour obtenir ces certifications ISO et j'en passe.
Et donc, sur la CSRD, je pense que c'est aussi un peu le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on construit une plateforme sur laquelle en fait je peux rentrer mes données, mais potentiellement interroger tous les mondes autour de moi, comme un chef d'orchestre, et derrière de dire j'ai besoin de telle info de telle personne. Dès qu'il va recevoir l'invitation, il va arriver dans le bon endroit sur la plateforme pour aller compléter tel type d'information, avec la date à laquelle il doit le faire, avec des relances potentiellement. Et il y a un enjeu vraiment de simplifier et de centraliser ces informations-là au sein d'un même écosystème, et de le rendre le plus simple possible. Et ça, on voit aujourd'hui, par exemple, qu'au niveau de que beaucoup de plateformes, c'est des choses qui sont pas encore très bien réglées, ou parfois on arrive au sein d'un écosystème et on sait pas ce qu'on doit remplir. Donc il y a vraiment déjà un enjeu à faire en sorte que cette centralisation soit la plus claire possible. Nous, c'est vraiment, pour l'instant, aussi là-dessus qu'on travaille. Et après, évidemment, c'est un sujet qui est relativement nouveau, donc je pense que c'est aussi un peu comme le sujet de la comptabilité carbone. Pendant 6 mois, 1 an, tous les outils se valaient. C'est à celui qui va peut-être présenter avec le plus d'avance les fonctionnalités. Il y en a beaucoup qui commencent à parler d'IA dans la CSRD, des choses comme ça. Donc, il y en a qui usent d'éléments marketing, mais la réalité, je pense, c'est que tous les produits aujourd'hui sont à peu près dans le même... sur la même fonction, sur le même niveau de maturité, et que d'ici 6 mois, 1 an, on va commencer à avoir des grosses différences, des gros points différenciants. Mais aujourd'hui, le sujet est très nouveau, donc pour l'instant, c'est bien faire ce travail de centralisation. Et on voit que tous les outils déjà ne sont pas au même niveau sur ces questions-là. Tu parles d'outils. Greenly a levé plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette levée, ces levées qui sont des sommes très importantes, est-ce que justement c'était pour toute cette dimension tech qui est très complexe à mettre en œuvre? Et c'était quoi les principaux défis en fait quand vous avez levé ces sommes-là? Sur le pourquoi de la levée déjà, je pense que c'est... il y a toujours un peu... il faut se méfier parce que, et je le dis, vraiment, la levée de fonds n'est pas un indicateur de réussite. C'est déjà... Ça te plaît, ça? Non, mais non, mais déjà, c'est hyper important parce qu'il y a un peu un côté presse et très communication qui fonctionne bien et qui fait beaucoup de likes sur les réseaux. Mais ce qui est vrai déjà, c'est que toutes les boîtes n'ont pas besoin de lever. Nous, par rapport à l'ambition qu'on avait et par rapport au potentiel du sujet qu'on dressait, qui était la comptabilité carbone, pour les TPE, PME initialement, il y avait un besoin d'aller très vite, d'accompagner. Il y a énormément d'entreprises concernées et il y avait l'ambition d'aller à l'international, d'être très vite à l'international et de créer un modèle en la matière. Honnêtement, ouais, c'est un investissement donc, que font des investisseurs qui font ce pari sur une expansion et sur un développement. Mais derrière, voilà, il y a la question, je pense, aujourd'hui, qui est bien plus intéressante de la rentabilité, de comment est-ce qu'on devient profitable, parce qu'aujourd'hui, on perd de l'argent. C'est aussi la réalité d'une start-up comme la nôtre en hyper-croissance, qui recrute beaucoup, qui investit énormément sur son produit. On est 220, 230 personnes. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est un pari sur l'avenir qu'on fait, c'est-à-dire qu'on pense pouvoir créer un leader mondial en termes de clients et de clients accompagnés. On est leader mondial aujourd'hui. On a l'ambition de créer un géant de l'impact, donc de vraiment d'être dans toutes les entreprises au même titre qu'aujourd'hui. Si on veut construire une sales machine, on va utiliser HubSpot ou Salesforce et ces outils-là sont déployés dans toutes les entreprises. Nous, demain, on a l'ambition que toutes les entreprises, au même titre qu'elles ont une comptabilité financière, qu'elles aient toutes une comptabilité carbone et qu'on aille plus loin derrière. Et donc, on veut que notre outil soit déployé dans toutes les entreprises du monde. Pour ce faire, évidemment, il faut aller plus vite que les autres. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, comment est-ce qu'on se différencie? On se différencie en investissant sur le produit. On investit et on se différencie via l'accompagnement qu'on donne à nos clients. Donc là, c'est de s'assurer qu'on a un bon niveau de satisfaction, parce que sinon, les clients se désabonnent l'année d'après et ne reviennent pas. Il y a la question, évidemment, du marketing, parce qu'il y a un vrai enjeu à sensibiliser et à faire de l'éducation pour convertir un maximum de monde. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on réussit à attirer des TPE, PME pour qui c'est pas forcément une obligation,
là aussi, faut expliquer, faut tenir le dialogue, faut être visible. Donc, ça demande aussi d'investir sur tous ces aspects-là. Et voilà, donc ça, c'est ce pourquoi on a levé. D'accord. Et je pense que c'est pas un prérequis et c'est pas ce qui fait notre succès non plus. Bien sûr. Notre succès, on le mesurera à notre impact final. C'est-à-dire déjà, nous, il y a un indicateur qu'on aime bien suivre et qui, en tout cas, est palpable. C'est le total de carbone sous gestion. Plus on a d'entreprises accompagnées, plus on a un total de carbone sous gestion, et plus ce total de carbone sous gestion est grand, et plus on a les moyens, avec nos experts climat, de réduire ce potentiel total. Donc l'objectif, c'est que si on a demain 1 milliard de tonnes de CO2 sous gestion, qui est le total de tous les bilans carbone de toutes les entreprises accompagnées par Greenly, C'est drôle, si on réduit de 2 ou 3% en moyenne par entreprise, on aura déjà fait un travail qui sera intéressant. Et donc, nous, ça, par exemple, c'est un indicateur qui est important à suivre parce que c'est la question du sens, de pourquoi est-ce que Greenly existe. Si on s'en tient juste à se dire on fait des rapports qui partent ensuite dans un placard et que personne ne les regarde, on ne sert à rien. Et donc voilà. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on suit et qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est super intéressant. Le côté volume de carbone sous gestion, tu vois, je trouve ça hyper intéressant de le voir comme ça, tu vois. C'est un bon indicateur. Donc, c'est comme un investisseur qui va avoir un portefeuille, un total une enveloppe à investir. Non, j'ai une locomotive, j'ai un portefeuille de 3 millions à investir, etc. Et du coup, je le mets dans toutes mes structures. Nous, on a sur le même modèle qu'un fonds d'investissement, on a un total de carbone sous gestion. Et derrière nous, l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que nos diététiciens du climat en interne vont réduire ce total de carbone sous gestion. Et donc ça, voilà, c'est typiquement des données qui sont bien plus importantes pour nous et qui ont plus de sens que n'importe quelle levée de fonds dont on pourrait se passer, mais qui aujourd'hui, encore une fois, par rapport à l'ambition qu'on se fixe et là où on veut aller, notre point d'arrivée, on était obligé d'accélérer et de montrer qu'on voulait créer un géant sur cette question-là. Mais je te rejoins, c'est malin cette manière de communiquer parce que c'est aussi ça, la RSE, c'est de créer un écosystème d'entrepreneurs qui s'engagent et qui veulent le dire en fait. À un moment donné, quand tu t'engages dans une politique RSE pour ton entreprise, au début, tu le fais peut-être pour des raisons d'obligation, mais tu prends vite au jeu. Et le fait de rentrer dans un écosystème, c'est un petit club fermé et ça te fait plaisir en fait de montrer tes performances parce qu'il y a aussi une idée de performance dans la RSE. Tu mesures ta performance. Donc là, sur la décarbonation, mais il y a d'autres indicateurs. Enfin, la RSE, c'est assez large et c'est assez concret. Il faut rappeler ça, que la RSE, en fait, la décarbonation est un volet de la RSE. C'est un volet de la RSE. Donc la RSE, c'est aussi c'est le bien-être en entreprise en général. C'est aussi la santé-sécurité pour les collaborateurs. C'est la formation. C'est très large, hein. C'est l'anticorruption, c'est le RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement large qui intéresse tout le monde. Et en fait, mesurer sa performance, c'est aussi donner de la crédibilité pour son entreprise, mais c'est aussi montrer qu'on fait partie d'un club fermé. Et je pense que c'est un élément qu'on devrait davantage mettre en avant pour la RSE. C'est vraiment de valoriser les entreprises qui commencent. Et puis aussi en France, c'est assez français de se dire oui, mais je ne vais pas commencer à communiquer sur ça parce que je ne suis pas parfaite, ou de taper tout de suite quelqu'un parce que voilà, soit c'est nickel, soit on n'en parle pas. Je veux dire, tu ne peux pas être parfait. Je veux dire, la base de la RSE, c'est de s'améliorer constamment. Et il ne faut pas avoir honte. Tu commences, il faut savoir que ça ne sert à rien de taper sur les gens. C'est des petits efforts que tu fais. Ça te sensibilise. C'est toujours mieux que rien. Et de fait, tu t'améliores toujours. Je ne sais pas si tu peux dire la même chose, mais tu ne reviens pas en arrière. Dès lors Complètement. Tu es dans un axe, c'est une marche. C'est une marche, donc on commence. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant cette question de la communication et de comment on le valorise. Parce que nous, on accompagne aussi sur la partie marketing derrière pour éviter... Là aussi, on voit que le niveau de maturité sur les enjeux de communication par rapport à la démarche réalisée, parfois ça part dans tous les sens. On est face à des cas de figure, on se dit oulala,
Qu'est-ce qui vient de Ah, il y a partir? en fait, des connexions entre ce qui s'est passé et la communication. Il y a vraiment deux possibilités. Et grosso modo, aujourd'hui, il y a le côté greenwashing, donc qui fait peur à beaucoup d'acteurs d'être épinglés pour greenwashing. Je pense que c'est un peu la hantise de tous les responsables RSE, mais de toutes les entreprises dans leur ensemble. Donc il y a celles qui veulent communiquer, mais qui n'ont pas les armes pour le faire ou qui savent pas comment le faire, et qui grosso modo vont partir. Et là encore, la sémantique a son importance. Donc on a vraiment vu de tout depuis le début de l'aventure, chez nos clients, mais pas seulement, et souvent en dehors, de gens qui parfois pouvaient dire qu'ils étaient. Il y a la question de la neutralité carbone, on est neutre en carbone. Il y a la question de on est zéro émission. Il y a la question on a vu un peu tout au début, et surtout vraiment il y a quelques années. Maintenant, je pense que beaucoup d'entreprises ont été formées, et c'est aussi notre rôle à tous, c'est d'éduquer sur ces enjeux de communication. Et il y a le green hushing, je crois, qui est la peur maintenant de communiquer, parce qu'on se dit justement, je ne suis pas parfait. Si je communique, je vais me faire taper dessus. Et grosso modo, je ne veux plus le faire. Donc il y a ceux qui veulent aller trop vite et dire que grosso modo tout ce qu'ils font est merveilleux, et il y a ceux qui disent si on sort, on va se faire tuer, donc on reste calme et on se tait. Il y a quand même davantage de greenwashing que le contraire. Voilà. Dire la vérité, il y en a encore trop. Voilà. Mais après, voilà, si j'ai quelque chose à dire sur la RSE, c'est que quand tu as une démarche sincère, que tu as une démarche globale, que tu as une vraie stratégie, une politique RSE en fonction de tes impacts, tu as un tableau, un plan d'action, tu sais là où tu es moins bon, l'idée c'est de t'améliorer. Oui, évidemment, on peut toujours te taper, mais si tu sais répondre, tu sais exactement où tu vas, tu sais pourquoi tu as ces impacts-là. Sur un client, par exemple, qui se fournit en Chine sur un élément, ouais, c'est pas le top. Mais pour l'instant, en Europe, il n'a pas de fournisseur. Donc, mais c'est vrai que quand tu as une PME, tu t'y prêtes au jeu. Parce que moi, je me rends compte. Parce que, tu vois, quand je suis content quand je mets quelque chose en place et que Cédrine, elle me dit « c'est de la RSE, ça ». Et en fait, tu vois, comme je suis en train de mettre en place un livret pour un guide de bien-être pour mes collaborateurs, sur la santé physique, la bonne posture, s'étirer, bien manger, enfin plein de choses, tu vois, la gestion des émotions, du stress et tout ça. Et donc, quand j'en ai parlé à Cédrine, elle m'a dit « mais ça, c'est trop bien parce que c'est de la RSE, c'est de la vraie RSE et en plus, tu peux mettre ça dans ton rapport et puis pour tes labels, c'est important, etc. » Tu vois. Et moi, je me suis prêté au jeu et du coup, j'étais fier d'avoir eu cette démarche-là, tu vois. Alors qu'il y a quelques années, j'étais moins concerné par la RSE parce que je me disais RSE égale écologie. Tu vois, moi, dans ma tête, c'était ça. Tu vois. C'est une succession de petites actions. C'est pour ça qu'il faut pas. C'est vraiment faut voir ça. De toute façon, une entreprise, c'est un ensemble d'individus. L'individu, quand il a des actions en place, quand c'est d'aller manger une fois par semaine, d'éviter de manger de la viande en se disant avant j'étais plutôt à 4 jours par semaine, maintenant je vais passer à 3 jours. C'est une petite action que je mets en place, mais qui aura un impact sur la durée, parce que ça va devenir une routine, ça va devenir une habitude. L'objectif, c'est d'ancrer des habitudes. Pour une entreprise, c'est la même chose. Je vais commencer par une petite action. Ça peut être un guide, ça peut être de la formation, ça peut être une sensibilisation en collectif, ça peut être je change un fournisseur par un autre fournisseur qui est plus transparent. Je veux dire, c'est une démarche de petits pas, mais qui, encore une fois, sur la durée, à partir du moment où les gens sont sensibilisés à la question et se disent « Ah tiens, j'aurais pas eu le réflexe. Maintenant qu'on m'en a parlé, je vais réfléchir de cette façon-là. » Donc, sur la première décision, je vais faire ça, puis sur la deuxième, puis sur la troisième. Et il y a plein de gens autour, c'est un collectif, donc il y a tout le monde qui va adopter cette même posture. Et c'est là où, à la fin, quand on regarde le bilan sur une année, sur 5 ans, sur 10 ans, etc., c'est là qu'on voit des améliorations notables. Et l'objectif, c'est d'être factuel. Et nous, c'est ce qu'on dit, on vous demande pas de tirer des plans sur la comète. C'est pour ça que moi, je deviens complètement dingue quand je vois une trajectoire à 2040, 2050, 2000, tout ça. Parce qu'en fait, derrière, c'est grosso modo aujourd'hui, on n'a pas le temps, on a d'autres sujets sur la table. En 2039. Comme les sujets en politique, comme les sujets environnement en politique. Dès que ça arrive sur le bureau du Premier ministre, malheureusement, il y a plein de sujets prioritaires. Il y a la santé, il y a le chômage, il y a plein de choses qui font que l'environnement, ça passe un peu plus loin. Il y a des entreprises qui font de la RSE sans s'en rendre compte et qui ne le matérialisent pas. Voilà, mais ce qu'il faut, et nous, c'est ce qu'on dit, c'est engagez-vous tout de suite, faites des petites actions, faites une succession de petites actions, on va mesurer leur impact à terme,
Et grosso modo, commencez maintenant et soyez dans le très concret avec ce réflexe-là et cette routine-là. C'est vraiment comme quand on se lance dans le sport et qu'on se met à courir. C'est vraiment une succession de j'y vais la première fois, je fais une course de 10 minutes, je vais être nul, je vais cracher mes poumons rapidement, mais au moins j'ai mis ma tenue de sport, je suis sorti dehors, j'ai fait ma course de 10 minutes, j'ai créé un réflexe, ce qui fait que le lundi d'après, je vais y retourner, je ferai peut-être 15 minutes, et ensuite je vais faire une deuxième fois dans la semaine, une troisième fois, une quatrième fois, et je serai un marathonien un jour. Et c'est exactement ce process-là et ce modèle-là qu'il faut suivre. Tu fais le parallèle avec la question que je voulais poser à Cédrine. Est-ce que tu as un top 3 conseils pour une PME qui veut engager une démarche RSE? Oui, la première chose, c'est déjà, quand tu connais bien ton activité, tu sais plus ou moins quels sont tes impacts négatifs, on va dire. Donc, vraiment travailler sur ça, sur sur, quand c'est une société de conseil, les choses importantes, c'est les salariés aussi, c'est les salariés. Donc, c'est ça sur lequel tu vas vraiment travailler, c'est la gouvernance. Savoir comment, tu vas mettre en place, les stratégies de l'entreprise, est-ce qu'il y a de la transparence dans, les primes, par exemple? Est-ce qu'il y a de la transparence dans les prises de décision? Est-ce qu'il y a, de l'anticorruption, par exemple? Et voilà, et donc de commencer par, regarder tous les indicateurs, enfin, l'ISO 26000, c'est pas si compliqué. Tu regardes, en gros, les thématiques et puis voilà, tu peux déjà commencer par des actions. Si tu n'as pas les parce que la problématique de la RSE quand tu commences à y travailler et que tu prends un conseil, c'est que, sur un diagnostic RSE, ça va être entre 3 et 5 jours de travail pour faire véritablement un diagnostic RSE qui est, sérieux. Hein, donc ça demande, un un investissement quand même. Donc tu peux commencer par des actions concrètes et ensuite, peut-être planifier, un accompagnement pour avoir une stratégie parce qu'une stratégie, une politique RSE, tu en auras besoin si tu veux un label et en tout cas sur les petites entreprises, je c'est un parti pris, mais je conseille quand même d'aller vers des labels qui sont, on va dire reconnus. Je parle de Engagé sûr. RSE, je parle d'Ecovadis, je parle Bien de sûr. Bicorp et je parle, de Lucie 26000, on va dire, pour, faire que parce que ça te structure Complètement. et parce que ça t'oblige un peu. C'est-à-dire que tu vas, voilà, avoir besoin chaque année de rendre des comptes et donc du coup, ça te structure et puis parce qu'au final, tout ce que tu as fait, quand tu en auras besoin et que ce sera obligatoire, parce qu'à un moment donné, tu auras toujours un client dans le cadre des achats responsables, dans le cadre des marchés qui te demanderont de prouver, ce que tu fais en RSE. Et si tu dis: «Bah, je plante juste des arbres», ça ne suffira pas. On va dire la vérité. Clairement. Donc, voilà, de Ouais. produire un bilan carbone avec, comment dire? Certifié, certifié comme, Greenlay, par exemple, c'est un élément que tu peux apporter et d'avoir un label, ça te permet en tout cas de légitimer OK. Et c'est ton un action. ouais, complètement aligné. C'est surtout un super modèle qui est vraiment simple. Je pense que quand on ne sait pas par où commencer, qu'on dit il y a plein d'actions, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois prioriser, je dois dire que nous on l'a fait au tout début de l'aventure pour parler de Bicorp. Je veux dire, c'est voilà, c'est hyper bien fait. Ça te donne, t'as un nombre de points à atteindre. Je crois que tu peux en avoir 200. Il en faut 80 minimum. Bon, bah, ça te permet de te dire, voilà, j'ai différents chapitres. Moi, sur quoi j'ai envie d'aller et sur quoi je peux aller, plus ou moins facilement. Et ensuite de se dire, bon, bah, on se challenge, on va commencer par ça, là, on va gagner des points là-dessus, là, on va mettre telle action en place, là, on va faire des politiques de machin. Donc, c'est du déclaratif. Il faut produire des contenus, il faut produire des fichiers, il faut s'assurer ensuite que c'est mis en C'est exercice le et que ça boulot rentre en que tu fais en tant exécution. Oui, qu'expert c'est-à-dire RSE, qu'il y c'est ça? a il y a 2 types de labels, on va dire. Tu as les plateformes d'auto-évaluation comme, Bicorp ou, Ecovadis, par exemple, qui vont donc c'est sur du déclaratif, mais tu vas apporter des Exactement. documents qui vont Pour prouver, prouver ce que Ils vont tu dis, prouver, voilà. mais tu n'as pas d'audit et tu as des labels. Donc ça te demande pas trop de maturité, en fait. Ça te demande une petite maturité d'avoir commencé, mais ça peut te permettre de structurer ta démarche quand tu Exactement. voilà, Donc c'est un bon c'est une début. bonne première étape. Exactement. Et ensuite, tu as des labels qui sont adossés à l'ISO 26000 qui sont, on va dire, sérieux. Donc, tu as le label de l'AFNOR et tu as le label
de l'agence Lucie, c'est les 2 gros qui sont sérieux et qui vont, eux, te challenger davantage parce que ça te demande un audit externe à la fin. Donc qui va Et une couche supplémentaire de eux qui vérification. viennent faire un audit de C'est pas eux, de c'est un ton organisation? bureau. C'est un- des C'est bureaux d'études. externe, C'est quoi, un qui- bureau d'études, d'audit. Donc voilà, moi je suis Agréé auditrice, par ou- exemple, ou- évaluatrice ICA à l'AFNOR. Ben voilà, tu vas donner ton avis, tu vas valider les déclarations, les pièces justificatives qui ont été et les impacts qui ont Donc, tu été. laisses quelqu'un rentrer dans ton organisation pour Absolument. vérifier que tout ce Donc- que tu déclares est bien conforme à la réalité. C'est ça. Ok. Ok. Et alors, je vais jouer un rôle, alors vous me tombez pas dessus. Si je vous dis que la RSE, de toute façon, c'est du bullshit et que en fait, ça sert pas à grand chose, qu'est-ce que vous pourriez me répondre pour me convaincre que je suis un con déjà et que faudrait que je change vite d'avis pour mon entreprise? Je parle bien, je me positionne toujours pour Alors ça sert pour une pas à PME. grand chose. Ça sert pas à grand chose pour ton entreprise ou pour Je sais la pas, planète? moi, je suis pas Parce que convaincu c'est pas que la ça même sert à chose. rien. C'est du Pour ton bullshit, entreprise. la RSE, c'est... C'est-à-dire que tu vas perdre des marchés. Ça, c'est factuel. Enfin, Donc toi, ton argument principal, c'est un argument business, en fait, au mais départ. j'aimerais te dire que ça te permettra de changer le monde, mais aujourd'hui, sauf si je suis peut-être trop cynique, hein, mais c'est peut-être faux, mais je pense que le fait de changer le monde quand tu es une TPE, je suis pas certaine de cet argument. Après, je pense que sur le chef d'entreprise, c'est une volonté de s'engager et de montrer que, tu vois, dans ce cas, ça sert à soi, en fait. C'est la petite goutte d'eau que toi, tu peux avoir sur la totalité. Et très souvent, sur les TPE, c'est des chefs d'entreprise qui parlent beaucoup entre eux, il y a des petits écosystèmes. Souvent, vous parlez entre vous, on se parle entre nous. Eh ben, tu vas dire ce que tu fais, c'est une fierté, tu vas embarquer les autres. Donc, c'est un petit côté, je ne vais pas dire gourou, mais un petit côté engageant. Et c'est ça qui, je pense, c'est la seule chose. Mais c'est pas de changer l'humanité que je vais mettre. C'est de se dire que c'est une goutte d'eau. Tu seras celui qui, au sein de ton organisation, va commencer à faire les choses. Et en vrai, quand tu les fais toi-même, ça ne coûte rien. Je dirais même qu'à l'origine, la RSE, ça va te réduire tes coûts, puisque ça te réduit ton superflu. Quand on est sur une politique. Justement, quelqu'un qui a pas de forte conviction pour cette thématique-là, est-ce que le moyen de le convertir, c'est pas justement de l'emmener sur le terrain du business, de la réduction des coûts, de la croissance durable, etc. Ça fait partie des intents, enfin des motivations sur lesquelles tu peux appuyer. Parce que on parle parfois de cost killing. Tu vois, le cost killing, c'est grosso modo, je dois couper mes coûts parce que c'est panique à bord et qu'il faut réduire les coûts partout là où ils sont. Tu peux avoir une approche où tu fais du cost killing intelligent, c'est-à-dire tu reprends tes coûts, tu les coupes, mais en plus de les couper, tu vas challenger le fournisseur qui va remplacer, ou donc tu vas déjà te poser la question de quelles sont les dépenses qui sont essentielles à mon business. Donc ça te permet déjà d'aller challenger aussi ce côté-là. Et derrière, de te dire, si je dois faire des coupures, est-ce que je peux pas aussi me tourner et prendre en compte une dimension environnementale et voir quels sont les fournisseurs qui s'engagent. Mais après, pour revenir à la question précédente, je pense que aujourd'hui, c'est aussi une question de responsabilité, tout simplement. C'est une responsabilité au niveau d'une entreprise. Les dirigeants ont une responsabilité auprès de toutes leurs parties prenantes. C'est certes les fournisseurs, les clients avec lesquels ils travaillent. C'est des questions de je suis transparent, voici ma réalité, voici qui je suis, et voici comment je participe aux efforts de réduction à l'échelle planétaire. Donc certes, c'est peut-être une goutte d'eau, mais bon, déjà, il y a cette question de la transparence. Et après, c'est pour tous les collaborateurs et toutes les équipes. Aujourd'hui, je vois pas bien dans une entreprise comment est-ce qu'on pourrait dire la RSE, c'est bullshit. Enfin, et on le voit d'ailleurs, c'est plus possible. Il y a des choses qu'on pouvait dire avant. On le voit notamment dans la presse. Aujourd'hui, il y a 10 ans, ou même avec Christophe Galtier, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ces phrases-là, il y a 10 ans, on pouvait dire, le climat, on s'en fout.
Bah oui, on a pris l'avion, mais Oui, parce qu'on va pas c'était y aller en suite char à voile. c'était suite à la polémique C'était la sur l'avion, polémique sur le train. char à voile et sur le machin. Bon, voilà, ça fait un énorme tollé parce qu'en fait, aujourd'hui, l'urgence, elle est là. Il y a des gens sérieux qui font des recherches et qui nous expliquent par A plus B pourquoi le sujet, aujourd'hui, c'est une urgence et ça doit être un combat au niveau de tout le monde, donc des individus, des entreprises, des collectivités, de tout le monde. Et grosso modo, chacun doit faire sa part. Enfin, c'est la question de comment est-ce que moi, en tant qu'individu, j'agis, comment est-ce qu'une entreprise agit, comment est-ce qu'un pays agit aussi dans des engagements, on l'a vu avec les accords de Paris, etc. Mais grosso modo, il y a une responsabilité et tout le monde en a une. Bon, Donc, j'ai joué un rôle, hein. bien sûr, bien sûr. J'ai joué le rôle du con, parce que si je peux rassurer tout le monde, du coup, chez CK, et notamment grâce à la sensibilité, comment dire, à Cédrine qui nous a sensibilisés sur le sujet, on a une démarche RSE qui est forte aujourd'hui. Et, Ouais. et justement, ce serait bien que tu expliques un petit peu pour que les gens comprennent exactement ta démarche aussi, qui est hyper intéressante et hyper inspirante. Comment tu t'y es pris justement avec une entreprise comme la nôtre? Nous, on a un cabinet de 120 personnes, d'experts comptables, donc on fait de la prestation de services. Et pour autant, on avait pas mal de leviers sur lesquels agir dans le cadre de cette démarche RSE. Bah, sur ces cas, donc, on a travaillé la première chose sur le bien-être des collaborateurs et surtout l'aspect social. Enfin, c'est le gros travail qu'on a fait au début. Donc, il s'agissait sur votre activité, c'est, bah, la comptabilité qui change et c'est la formation, la base les collaborateurs avaient besoin de formation et donc on a travaillé sur les bilans de compétences et Bilan de compétences, plan de formation. Oui. exactement, faire vraiment quelque chose de musclé pour proposer des vraies perspectives et l'employabilité pour les collaborateurs. Et ensuite, voilà, tout ce qui est formation également sur la santé-sécurité des travailleurs, donc tout ce qui est posture, tout ce qui est comment dire, gestion du stress. Enfin, clairement, l'équilibre vie pro, vie perso, et sur le télétravail. Et le télétravail, ça a changé nos vies avec le Covid. Et, aujourd'hui, on ne travaille pas comme hier. Et vraiment, sur la gestion du stress pendant les périodes fiscales, je pense qu'on peut. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment un axe de travail assez important. Sur la lutte anticorruption, sur les questions de blanchiment. Donc, il y a des obligations réglementaires pour les commissaires aux comptes, sur les questions de RGPD également. Donc, tout ça vraiment sur l'aspect des salariés, de leur sensibilisation. Sur l'aspect environnemental, ben, on a fait un bilan carbone avec Greenly. Ouais. Mais j'avoue que c'était il y a 3 ans. Ah. Donc, c'est. Au début. Oui, mais après, voilà, donc parce qu'on avait identifié des problématiques sur les locaux, hein, justement, sur les locaux. Donc, un gros travail de travaux, D'amélioration rénovation énergétique sur les locaux qui sont encore en cours. Parce que justement aussi, question, c'est assez compliqué justement la rénovation énergétique dans la pratique, hein, pour un chef d'entreprise, quand tu veux t'y mettre, c'est complexe. Ouais. Donc on y est encore, mais c'est un levier important. Et puis toute la sensibilisation aussi des salariés, mais également des parties prenantes. La RSE, ça permet aussi de parler à ses clients aussi. Donc le fait de raconter tout ce que fait le cabinet, ça permet de les sensibiliser eux, mais également l'association qu'on a créée aussi, c'est absolument. entrepreneurs engagés. Voilà, ça c'est tout l'aspect social. Volet, mais du coup pareil, c'est un volet de la RSE. Voilà, c'est tout l'aspect social, donc le développement local avec en effet le partenariat avec Make Sense qu'on a fait, Make Sense et CK. L'idée c'était vraiment d'accompagner des entrepreneurs qui ont un impact, hein. Vous auriez pu faire vous êtes lancé. On est arrivé, mais vous aviez plus besoin de nous. Du tout. La dotation, elle était bien trop petite. Mais voilà, donc des jeunes entrepreneurs qui ont un projet à impact, et l'idée c'est de les soutenir financièrement et puis aussi de les accompagner dans le conseil, puisque en tant qu'expert comptable, l'idée c'est de faire du conseil, du pro bono. Et le pro bono, c'est de la RSE. Voilà. Vous avez lancé ça quand? Ça fait 2 ans. 3 ans. 3 ans. Ok. Ouais. Et en fait, on fait un système de vote. Make Sense sélectionne des projets.
qu'on Le soumet premier. à nos collaborateurs. Ok. Ils font une sélection, nos clients votent également. Et donc, avant, il y avait un gagnant et on accordait 30 000 € de dotation. Ok. Et aujourd'hui, il y a 3 gagnants. Donc, le premier gagnant, c'est 15 000, le deuxième, c'est 10 et le troisième, c'est 5. Et puis, il y a justement du temps qui est consacré par Il y a de l'accompagnement Cédric, et. qui est un de mes associés, Ok. et qui, lui, les accompagne justement sur ces projets à impact. D'accord, ok. Et Mais sur un accompagnement dans la durée avec, C'est ça, ouais, avec comment ils se exactement. développent, quels sont. Voilà, tout à fait. Ok. Et donc là, on voit aussi l'intérêt puisque sur comment dire, cet engagement avec Mm. l'association, là, l'idée, c'est vraiment de faire voter les collaborateurs. Donc tu sensibilises, tu informes les collaborateurs, puis c'est fédérateur, c'est assez, tu votes pour des Clairement, projets. Donc bien sûr. ça parle de social, d'entrepreneuriat dans le social, d'entrepreneuriat dans l'engagement climatique, mais tu parles aussi à tes clients, puisque Bien tu sûr. leur demandes de voter, donc ça parle de l'engagement de ces cas, ça parle également aussi à eux, en tant qu'entrepreneurs, de voir que la jeune génération est dans clairement Bien sûr. des projets à impact. Du coup, je vais revenir sur la CSRD. Et tout à l'heure, tu as dit, Greenly, au départ, c'est bilan carbone. Aujourd'hui, vous élargissez votre panel d'offres, de services. Du coup, comment vous y êtes pris et qu'est-ce que là, vous proposez à vos clients, du coup? Sur les services, du coup, bah, en fait, c'est ce qu'on a observé. Et je pense qu'il faut encore une fois être là où on est utile. Ce qu'on a vu, c'est que le bilan carbone, donc il y avait vraiment des enjeux là-dessus, parce qu'il y avait du monde, mais qui facturait très cher. Donc nous, on a vraiment décidé de rendre ça le plus accessible possible. On a eu la question des analyses de cycle de vie qui venaient soit sur des demandes vraiment que sur cette question-là, ou alors à la fois c'était du bilan carbone et des analyses de cycle de vie mêlées. Mmh. Donc on a commencé au début à les faire très manuellement avec l'aide d'experts climat qui étaient dédiés à ces réalisations-là. Aujourd'hui, on rend les analyses on intègre les analyses de cycle de vie dans l'outil, donc on essaye de faire en sorte que ça devienne là aussi plus intelligent et plus rapide de les réaliser, en fournissant là aussi plus d'autonomie aux clients qui souhaitent les réaliser. Et maintenant, oui, il y a la question évidemment des réglementations, et où en fait de plus en plus, on avait des clients qui nous disaient, bon, bah voilà, il y a ça qui va nous tomber dessus dès 2025. Est-ce que vous êtes en mesure de nous accompagner là-dessus? Mmh. En fait, c'est toujours par rapport à un certain volume de demande. Au début, on se dit, bon, est-ce que c'est l'enjeu principal pour une start-up en hypercroissance, c'est de choisir ses combats et de se dire, est-ce qu'on a plutôt intérêt à être très bon sur ce qu'on fait déjà et à encore élever le niveau d'exigence et à se concentrer que là-dessus? Ou est-ce qu'au contraire, on a intérêt à lancer beaucoup de choses? Donc c'est pour ça qu'au début, on nous disait beaucoup, mais faites la comptabilité carbone, pourquoi vous ne faites pas l'ESG? Au final, vous pourriez aller sur tous les sujets, mais on estimait qu'à ce moment-là, on n'était pas suffisamment mature et suffisamment précis sur cette question du bilan carbone pour accompagner des grands comptes. Aujourd'hui, le mid-market, ce segment-là avec des grandes entreprises, nous impose d'être capable de descendre suffisamment finement dans les couches pour que derrière, ce soit suffisamment actionnable pour ces grands groupes. Mmh. Donc on a vraiment, je pense, tenu le temps qu'il fallait sur cette question uniquement de la comptabilité carbone. Aujourd'hui, sur la CSRD, il y a tellement de demandes. On parle de 57 000 entreprises qui, dès le 1er janvier 2025, vont commencer à faire, et il y en a certaines qui ont démarré bien évidemment, mais vont en tout cas devoir présenter cette démarche-là. Et donc ça représente quand même beaucoup de monde. Et donc il faut être en mesure, c'est pour ça que c'est très sain, et moi je trouve ça génial qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui s'attaquent à ce sujet-là. Greenly, de toute façon, ne pourra pas accompagner 57 000 entreprises dans la minute. Donc il en faut beaucoup. Et après, la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne devienne pas un calvaire pour un responsable RSE aujourd'hui de choisir sa solution, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc pour aller benchmarker, ça prend du temps. Il faut comprendre bien les tenants et aboutissants de chaque solution. Ça aussi, c'est pas forcément évident sur un sujet Parce que qui est l'approche nouveau. n'est pas la même selon les outils? En fait, chacun a ses angles, grosso modo. C'est que y en a qui vont investir sur le côté rapide et en mettant un maximum d'intelligence pour que ça puisse se compléter le plus vite possible avec un maximum d'assistance. L'IA notamment peut aider.
Tu as des fonctionnalités qui sont là ou pas, tu as des interfaces qui sont plus ou moins ergonomiques, c'est des outils Mais différents. la démarche et les méthodes de calcul, etc., est-ce que les choses sont faites de la même façon selon les outils? Il y a 2 choses différentes. La première chose, c'est les plateformes qui vont te permettre de faire un rapport de durabilité en collectant des éléments. Mais comment dire? C'est pas eux qui vont les évaluer, c'est toi en tant qu'entreprise. Ouais. Où je pense que les grosses entreprises ont des chargés RSE qui s'occupent de ça, qui vont aller remplir les éléments pour ensuite les formaliser. Et puis ensuite, tu as des outils, des outils qui existent pour mesurer certains indicateurs qui vont te faire des diagnostics automatiques. Et c'est pas la même chose. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. La CRCRD, si tu veux, ces outils-là viennent prendre les éléments que l'entreprise aura dû, de fait, calculer avant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet outil-là va demander les émissions de CO2 de l'entreprise. Mais si, en amont, ils n'ont pas été faire un bilan carbone, tu auras beau avoir l'outil, mais l'outil ne va pas te le calculer. Sauf si... Ouais, complètement. Non, mais c'est ça. Et c'est vraiment... Il y a un enjeu de centraliser les données qui sont partout. De construire la plateforme qui va permettre vraiment à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir aller compléter la bonne info au bon endroit. Et du coup, je crois que c'est plus de 1200 points de données. C'est exactement ça, donc ça fait peur. C'est lourd. Donc en fait, si c'est la question de l'expérience utilisateur, on se dit souvent, bon, c'est un nice to have, etc. Sur ces sujets-là, par rapport au nombre de données qu'il y a à traiter, comme sur un outil de comptabilité, je veux dire, il y a beaucoup d'informations, et si la plateforme n'est pas ergonomique et que ça ne se fait pas simplement, je veux dire, la comptabilité devient un véritable calvaire. Et donc là, c'est vraiment comment est-ce que toutes ces données-là sont complétées par les bonnes parties prenantes, par les employés, par les différentes équipes, parfois par les fournisseurs, que sais-je. Et c'est peut-être justement là l'intérêt de se faire accompagner par un expert. C'est là tout l'intérêt. Sinon, on n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pour que les gens y comprennent. Il y a besoin de se faire accompagner par Cédrine. Voilà, mais c'est ça. Mais en fait, parce que si tu veux, c'est compliqué quand tu accompagnes les entreprises en RSE, c'est que d'un côté, tu as des plateformes qui vont essayer d'automatiser la collecte et de faire baisser les prix. Et en fait, je comprends parfaitement la volonté, enfin, je veux dire, de faire des bilans carbone à 10 000 €, clairement, sur une TPE, c'est pas possible. Pourtant, ça prend le temps, tu sais. Le fait d'avoir fait la formation, tu sais que ça prend du temps et que c'est pas réalisable pour une petite entreprise ou même une grande d'ailleurs. Enfin, bon, voilà, c'est pas adapté parfois. Mais donc, du coup, comment un expert RSE, ça va te permettre, en tout cas, d'aller à l'essentiel et de savoir comment gérer sans avoir quelqu'un en interne, ta RSE, collecter les données, prendre les outils qui vont te permettre que ce soit le moins douloureux possible. Parce que c'est la problématique de la RSE, c'est il faut mettre en place des choses, mais ensuite, il faut aller collecter les éléments. Tu as deux choses longues à faire. Mais en tant qu'expert, du coup, tous les deux, quels est selon vous les principaux défis que vont devoir relever les entreprises, si on se projette dans cette démarche RSE? Ça va être quoi les prochains défis, les défis du futur, les défis majeurs? Est-ce que vous savez anticiper ces choses-là? Moi, je dirais que c'est surtout des véritables process à mettre en place qui vont permettre d'automatiser de plus en plus la collecte de données. La collecte de données, je pense, c'est la chose la plus importante parce que, en sachant qu'en amont, il faut faire l'action pour ensuite avoir des données, mais en tout cas, la collecte de données, je comprends, il y a vraiment l'intérêt de l'IA dedans, mais pas que, il y a du manuel, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure. Donc, pour ça, il faut mettre en place, il faut que l'entreprise mette en place des process pour qu'elle sache que les personnes de tous les services sachent que chaque année, on va leur demander ces éléments-là, c'est mis en place, et de fait, tu trouves un outil qui convienne pour collecter, et voilà, c'est mis en place. Ce sont des process et toujours les mêmes indicateurs à suivre. Tu en rajoutes en fonction de l'évolution de ta politique RSE, mais
C'est D'accord. progressif, mais c'est vraiment les process et la collecte de données, La je bataille, pense. elle se gagnera sur vraiment qui rendra ça le plus simple possible. C'est vraiment, je veux dire, s'il y a une personne qui doit gérer 1200 points de données demain, bah, personne risque d'être un peu fatigué Bien être en entreprise, et ça va pas le ça va faire. être compliqué. Par contre, si dans l'entreprise, j'ai 100 personnes à qui je dis, toi, t'en as 4, toi, t'en as 3, toi, t'en as 6, toi, t'en as 2, et ben à la fin, je veux dire, c'est beaucoup plus digeste et ça fonctionnera beaucoup mieux parce qu'encore une fois, ça sera une dimension qui sera gérée de façon collective et c'est ça qui, encore une fois, fera que dans une entreprise, le sujet sera de au cœur de la table et au cœur des priorités, ou alors que ce sera un sujet qui sera délégué sur une personne qui aura de toute façon pas les épaules pour accompagner un collectif aussi grand dans cette démarche. Donc c'est vraiment la question voilà, de ce collectif, comment est-ce qu'il est rendu simple. D'accord. Et ça en vient aux dirigeants d'entreprise. Sans le dirigeant et sans une volonté d'engagement claire auprès de tous les collaborateurs et même toutes ces parties prenantes, même tous les fournisseurs, même tous ses clients, le fait de parler clairement et de mettre en place et de vouloir mettre en place, c'est la condition sine qua non. Ce sera la première chose à faire. J'ai une dernière question avant qu'on termine, parce qu'on a fait un gros tour de la RSE et de la décarbonation. Vous allez devoir vous confier pour montrer que on n'est pas parfait quand on fait de la RSE et qu'on doit s'améliorer. Est-ce qu'il y a une habitude qui n'est pas très écolo dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Ah bah moi, je sais immédiatement ce que c'est. Alors vas-y. Ah bah, l'avion, clairement. L'avion. L'avion, je prends beaucoup trop l'avion. Donc quand c'est pas loin, je prends le train, mais voilà, je prends beaucoup trop l'avion. Je le sais que ça, c'est la pire, enfin, on va le dire. L'avion et la viande, j'ai réussi à énormément réduire. Donc c'était beaucoup plus simple. Mais l'avion, voilà, Et c'est toi, Arnaud? compliqué. J'ai beaucoup réduit l'avion. Ça m'arrive encore de le prendre, mais je pars beaucoup en Espagne maintenant. Ouais, moi aussi, ça. L'Espagne, je le fais plus qu'en train, donc ça se fait facilement en 6 heures grosso modo de train. Par contre, c'est vrai que j'ai dans ma jeunesse beaucoup voyagé et j'ai un peu ce goût de découvrir le monde, donc ça m'arrive encore une fois de faire un très grand voyage. Mais avec Grigny, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, donc il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours de temps en temps un grand, et donc ça m'arrive parfois. Et la viande, j'ai effectivement énormément réduit, mais ça m'arrive là aussi de temps en temps de me dire bon allez, je fais un écart. Je me suis dit Mais je pense que c'est important. Je me souviens d'une question qui m'avait marqué, c'était pendant la Coupe du Monde au Qatar. J'avais fait un podcast et on m'avait dit est-ce que tu vas suivre cette Coupe du Monde au Qatar? Est-ce que tu vas la regarder? Moi, je suis un passionné, par exemple, de foot depuis la première heure, un grand fan de l'Olympique de Marseille. Bon, et grosso modo, moi, j'étais en mode, une Coupe du Monde, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Depuis que je suis gamin, je regarde les matchs. Mon père, mon frère me disait, tu vas regarder tous les matchs de l'OM, etc. Donc, j'ai baigné là-dedans, et une Coupe du Monde, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Et je me souviens avoir répondu que j'allais suivre cette Coupe du Monde. Enfin, j'ai eu la question, j'ai dit que j'allais la suivre. Et la réaction, c'était « Ah, bah ouais, mais tu bosses quand même dans une boîte qui s'appelle Grigny. La Coupe du Monde au Qatar, il y a quand même le côté Qatar. Il y a beaucoup de signaux que tu dois pas soutenir, etc. » Et moi, enfin là-dessus, ma vision, je suis tout sauf dans le... Et je pense que c'est aussi hyper important parce que c'est contre-productif de le faire. Je suis pas là pour dire à une entreprise, ce que vous faites, c'est mal. Grosso modo, vous êtes condamné. Je suis pas juge, en fait. Moi, je suis là pour dire, vous voulez avancer, vous voulez vous mettre en marche. Je vais vous donner les clés. On va se poser ensemble et on va s'améliorer. Moi, à titre individuel, c'est pareil. Je suis pas là pour dire, t'as pris l'avion 4 fois cette année, t'es un cauchemar, t'es un enfer. J'ai plus envie de parler avec toi. Le jeu, c'est de se dire, t'as conscience de ce que tu fais, t'as conscience de ce que tu peux améliorer. Là aussi, tu progresses. Et le tout, c'est de faire en sorte de s'améliorer. Mais il y a des écarts, et c'est sain, je pense, aussi de dire que j'aimerais bien dire que tout est parfait,
Mais si j'étais monsieur parfait et que je faisais la morale à tout le monde se dirait il est insupportable et de toute façon, Je ne l'inviterai pas. j'ai pas, Ouais. j'ai pas envie d'écouter, il va être chiant, enfin ça va pas être marrant et grosso modo cette personne va me faire la morale. Et je pense que c'est sain de dire on a tous des écarts, que ce soit enfin dans nos vies perso et de se dire voilà, maintenant le tout c'est de s'améliorer et je pense que c'est ça qui rend en fait le dialogue constructif et c'est ça qui fait qu'on est audible dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que voilà, moi je suis pas juge, que même si c'est mon sujet du moment et que je donnerai tout pour ce sujet-là pour le défendre de la meilleure manière possible, en ayant le plus d'impact possible, au niveau des entreprises et au niveau des individus, je ne suis personne pour faire cette morale-là. C'est un bon mot de la fin, non? Oui. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup pour avoir partagé autant de connaissances sur le sujet de la RSE. Moi, j'ai appris plein de choses et je suppose que les gens aussi. C'était hyper intéressant. Merci Arnaud, merci Cédrine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à liker, commenter, partager. Vous pouvez aussi nous demander d'aborder certaines thématiques dans Focus. On vous écoutera, on invitera les gens qu'il faut. À bientôt pour un nouvel épisode.